demander, comme nous l'avons bien voulu faire à l'entame de cette conférence de presse, essayez de faire un minimum d'attention. C'est d'abord pour vous permettre de faire votre travail dans les meilleures conditions, mettre les téléphones sur silencieux et rester très attentifs. Comprendre aussi que nous allons devoir avoir un temps record pour prendre un maximum de questions. Sans plus tarder, je vais laisser Tafa Gaye introduire et après nous allons, au cours de cet échange-là. Je rends grâce à Dieu. Je remercie d'abord ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Je remercie l'État du Sénégal à travers son ministre des Sports, M. Matarba, qui m'a fait confiance. La Fédération sénégalaise de basketball, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. Depuis la nomination, on était en chantier. On a beaucoup échangé avec les acteurs du basket parce que la compréhension que moi j'ai eue de la direction technique, et je vais préciser quelques dates. Je suis rentré dans la direction technique depuis 1999. Non, 1995. 95, j'étais assistant de l'équipe Espoir de coach Mamadou Sow en 95. Ça fait déjà une éternité. Donc j'ai vécu avec tous les directeurs qui sont passés ici depuis 1995. J'ai été dans les sélections nationales. J'ai gravi tous les échelons. Assistant Espoir, après assistant équipe A, après équipe A. Et aujourd'hui, je me trouve à ce poste. Mangue Santiala, avec beaucoup des fois des désagréments, des fois des déboires, mais aussi des succès. Donc ça, c'est la marche normale. Aujourd'hui, je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route. La feuille de route d'une direction technique, pour moi, elle est axée sur deux points essentiels. C'est le développement et c'est la vitrine. La vitrine, les résultats. Si on peut se permettre de parler de développement, quand on est nommé à une station comme ça, il y a plein de priorités. En fait, tout est priorité. Tout est priorité. Mais en faisant l'état des lieux, je ne peux pas vraiment commencer, m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur Maguette Diop, avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années. Alors le développement, il est priorisé en termes de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas au développement, à ce qui se passe en bas, je pense qu'on va se mordre les doigts. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, la vérité du terrain. Le terrain de basketball, le ballon de basketball, le joueur et l'entraîneur. Il faut qu'on revienne au travail sur le terrain. Ce n'est qu'au Sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans avoir cette base de terrain. Dans le Sénégal, là. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais donner les noms des entraîneurs nationaux, on les prendra un par un. Je ne crois qu'aux performances sportives. Le basketball sénégalais, il doit être dans la continuité, malgré ce que certains en pensent. La continuité maintenant en privilégiant le travail encore à la base. Ça veut dire, j'ai dit au président Babacar, le stadium Marius Ndiaye, il est fermé le samedi matin. Ou bien alors il est loué à des privés. Nos jeunes enfants sont ici, ils ne vont pas à l'école le samedi matin pour la plupart. Nos espoirs de U16 et de U18. Les entraîneurs nationaux qu'on va nommer, ils sont là, ils attendent les compétitions internationales. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les sélections régionales à Dakar, une trentaine de jeunes, avec des entraîneurs, et chaque samedi matin, on les amène perfectionnement. Une élite de jeunes de 14 ans
à 18 ans. Donc c'est les U16 et les U18. Si on le fait à Dakar, on le fait à Thiès en même temps, avec nos entraîneurs, on le fait à Louga, on le fait à Saint-Louis, on le fait à Ziguinchor, à Tamba, à Podor, à Matam, mais au bout d'un moment, je pense qu'on aura un produit meilleur. En tout cas, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et là, avec la fédération, on est d'accord sur le principe. Il faut revenir sur le terrain. Les U16, la sélection U16, pour moi, c'est une sélection capitale. Un pays qui se veut émerger en matière de basket doit privilégier la sélection U16. Nous sommes confrontés au problème des binationaux. Chaque année, dans nos équipes A, on dit telle personne, on dit ah, il est binational. On dit tel joueur, il est binational. Mais pourquoi il est considéré comme binational alors qu'il est de parents sénégalais, de mamans sénégalais? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Alors, nous on se dit, mais attends, on met l'accent sur les sélections U16, on va ratisser large, on va aller en Europe, aux États-Unis, où on peut aller pour dénicher des jeunes talents et les intégrer dans nos sélections U16, comme ça, ils vont grandir avec nous et on n'aura plus ce problème de naturalisation. Voilà ce que nous pensons des sélections U16. Alors, si les sélections nationales sont pour les Sénégalais de nationalité, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une académie qui s'appelle SID Academy. Que fait SID Academy? C'est une sélection des jeunes talents, très jeunes, une sélection très rigoureuse, on les amène dans l'académie et on les développe. Ils ont une formation scolaire et sportive très poussée. Moi j'en sais quelque chose parce que j'ai participé à des entraînements de U16, Gallo est un ami, on a grandi ensemble, je sais un peu ce qu'ils font. Vraiment, le football a été très intelligent de bâtir ces sélections de jeunes à travers Génération Foot, Djambar et les autres. Alors nous, on a à côté, on a une académie comme ça qui fait la même chose ou bien même mieux, mais on ignore. Il faut que SID, à mon avis, soit la base de nos sélections U16, parce que si on va en compétition U16, il faut aussi avoir l'objectif de gagner. De gagner, et l'intérêt de gagner, c'est de nous permettre d'aller en Coupe du Monde U17. Prenez le jeune qui va faire la Coupe d'Afrique U16. Il gagne, ou bien il est en finale, il va en Coupe du Monde U17. Il gagne en expérience. L'année d'après, il est passé en U18. Il va en Coupe d'Afrique U18. Il gagne, il va en U19. Il va à la Coupe du Monde U19. Mais ce n'est que comme ça qu'on va avoir des jeunes qui auront assez de bagages quand ils vont arriver en sélection espoir ou A. Mais si on laisse comme ça dans le vide, après au moment de choisir, on choisit les meilleurs joueurs sur le championnat, un peu à gauche, à droite, ils seront là, ils vont avoir un peu de technique, mais aucun vécu international. Le haut niveau, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc il faut qu'on habitue nos jeunes à développer des aptitudes citoyennes et techniques très jeunes. Après, on n'aura pas, dans quelques années, le truc de dire le problème de discipline, un problème de là. Non. Les jeunes, ça ne va pas être de l'argent. Mais on va développer des jeunes, des futurs hommes, de futures dames, donc des aptitudes citoyennes et sportives qui vont nous permettre demain d'avoir des équipes de sol saines. Saines, S-A-I-N-E, c'est pas S-E-N-E. C'est important pour moi d'avoir cette formation de base. Alors, je pense que c'est ça que je voulais mettre l'accent sur le développement, en peut-être précisant qu'on ne peut pas, nous, de soutenir fonctionner sans nos partenaires privilégiés. Nos partenaires privilégiés, c'est d'abord le corps arbitral. J'ai eu une séance officieuse de travail certain pour un peu connaître, recenser les données, leurs préoccupations, et qui sont légitimes. La commission sportive fédérale que dirige Atoumane Gueye, nous allons travailler en rapport direct. Parce que tous ensemble, nous avons constaté qu'il y a des manquements dans la programmation des matchs. Atoumane, c'est un monsieur que je respecte et je lui tire le chapeau.
parce qu'il est seul à faire un travail énorme. Mais il a besoin qu'on le supplée, qu'on l'aide. Et nous, la direction technique, on va mettre une commission qui va travailler avec lui, avec le corps arbitral, pour diminuer les problèmes dans la programmation, pour que cette année, Inch'Allah, que les matchs qui sont programmés à 16h puissent commencer à 16h. Les matchs qui seront programmés à 18h puissent commencer effectivement à 18h. Il y a trop de largesse dans la programmation des matchs. Et ça, je pense que nous allons mettre notre main là-dessus pour essayer de réguler ce phénomène. Le développement va forcément avec la vitrine. Cette année va être une année transitoire sur certains aspects. Et le fait de les communiquer maintenant, que tout le monde le sache, va nous permettre, à l'ouverture de la saison prochaine, en novembre ou en décembre, que les entraîneurs que nous sommes et les clubs qui nous régissent là puissent savoir que sur un banc technique, on doit mettre n'importe qui. Il faut, puisque la formation des cadres elle est à jour, on a formé beaucoup d'entraîneurs de deuxième degré, de premier degré. Il faut les mettre en exergue. Nous allons proposer à la fédération dans les semaines à venir pour que l'année prochaine, sur un banc d'une équipe nationale, le titulaire soit minimum deuxième degré. Un assistant doit avoir minimum de premier degré. Minimum. Parce que je pense que si on forme des cadres, c'est pour les utiliser. Alors si on en forme, on les met sur la touche, on va prendre des bénévoles à gauche, à droite. Ça, je pense que c'est pas encourager la formation des cadres. Donc ceux qu'on forme, on va les mettre en valeur sur nos bancs des équipes. Ça, c'est une option après la division D1. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est après qu'il y a, à mon avis, des collectifs à apporter au niveau de la D2, qui est pour le moment trop lâche. Donc cette année, on va l'utiliser pour écrémer la D2. Les compétitions qui vont se passer vont nous permettre de sortir une D2 d'élite. L'année prochaine, une D2 d'élite de 12 équipes. Et le reste, ils vont passer en division régionale. Donc on n'aura plus une D2 de 80 équipes. C'est impossible à gérer. Donc on va à partir de cette année, à partir de l'année prochaine, donc cette année va être un filtre, écrémage pour sortir une D2 d'élite. Très représentative. Et les autres clubs vont former des divisions, comme on appelle des troisième divisions, mais ils vont être gérés par les ligues régionales qui vont faire des tournois, des championnats régionaux. Là, je pense que c'est... on a une association des entraîneurs, association sportive, association sénégalaise des entraîneurs de basketball, que j'ai présidé jusqu'à ma nomination, parce qu'il y aura une démission d'office. Mais association des entraîneurs, je pense que nous avons une bataille avec la fédération, ou bien on va faire des propositions pour que l'association soit représentée dans les instances fédérales. Dans l'instance fédérale. Pour mieux prendre en compte les intérêts ou bien les préoccupations des entraîneurs. Moi, je suis dans la direction technique nationale. Je parle des aspects techniques. Arbitrage, coaching. Donc, la CEP, c'est une structure qui existe, qui peut beaucoup nous aider dans ce domaine-là. Je pense que c'est une approche que nous allons essayer de privilégier dans les semaines ou les mois à venir pour que les entraîneurs puissent se retrouver dans ce que nous faisons. La direction technique nationale, c'est le directeur technique national. Les directeurs techniques régionaux, départementaux, les entraîneurs nationaux. C'est cet ensemble-là qui forme la direction technique nationale. Alors, si aujourd'hui je peux me permettre de piloter tout, je serai nulle part en même temps. Je vais piloter tout, tous les chantiers qu'on vient d'énumérer. Si M. Gaïs prétend pouvoir diriger tout ça, il sera nulle part. C'est pour ça que j'ai dit à mes collègues, il faut qu'on ait une direction avec des directeurs techniques adjoints. C'est en ce sens-là que Moussa Fassal de Saint-Louis va se charger de la formation des cadres et du joueur. Tout ce qui est formation va être piloté par doyen Moussa Fassal.
c'est un expert FIBA, c'est un homme chevronné qui connaît la formation, qui est là depuis une vingtaine d'années dans la formation. Il sera directeur technique national adjoint, chargé de la formation. Alors, j'ai parlé des compétitions tout à l'heure. Il y aura un monsieur qui va être chargé de ça. C'est l'adjudant-chef Raoul Topal. Raoul, pendant une vingtaine d'années, il est dans les... Je pense qu'il a été d'abord assistant chez les U20. Il a fait tous les échelons. Adjudant-chef Raoul Topal, c'est un monsieur qui a des capacités tactiques, technico-tactiques, mais aussi managériales. C'est un monsieur qui a une base intellectuelle qui peut lui permettre. On va s'appuyer sur son expertise pour beaucoup travailler avec la commission des arbitres, la commission sportive, Atouman, et il va piloter en même temps le sport militaire et scolaire. Avec bien entendu, je serai son assistant, avec bien entendu l'apport des uns et des autres. Donc nous avons déjà deux pôles, formation, compétition. Après il y a le sport 3 contre 3. Et heureusement que la fédération a anticipé pour mettre une commission spécialisée pour le 3 contre 3 que dirigeait M. Kos, Mamadou Diao Kos, ici, qui a été un international, qui a beaucoup joué au Sénégal, qui a déjà fait du très bon travail. Et moi, je me base sur les acquis. Donc la commission 3 contre 3 va être confiée à Mamadou Diao Kos. Et j'avoue qu'il a fait du très bon travail et on est un peu en avance, même si on est en retard par rapport aux autres pays africains, mais sur ce que nous sommes en train de faire, je pense qu'il est en train d'accélérer le processus. Donc Kos sera notre interlocuteur privilégié et moi je vais l'assister. Les arbitres, mais c'est une composante pour moi. Ils sont dans la désotérie, c'est une composante technique. Mais qui des fois on dit les arbitres sont autonomes. Des fois on dit ils sont dans la désotérie. Il faut que tout le monde comprenne que l'arbitrage fait partie de la direction technique nationale. Et leurs préoccupations sont les miennes, ou bien seront les nôtres, parce que nous allons prendre en charge toutes les vérités, tout ce qui est possible de faire en termes de formation des arbitres, en termes de valorisation de l'expertise arbitrale. Donc moi je vais prendre langue avec, c'est déjà fait officieusement, mais officiellement on va prendre langue avec la fédération, avec le corps arbitral pour voir un peu augmenter surtout le nombre des arbitres fédéraux. Voilà un peu brièvement résumé un peu mes préoccupations pour les 2 prochaines années en termes de priorité. Parce que quand on parle de développement, on parle de ce qui est jeune, on parle de ce qui est formation, on parle de tout ce qui est amélioration du fonctionnement. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est qu'il faut assurer ça et il faut assurer la vitrine. Améliorer les résultats des équipes nationales. L'un ne peut pas aller sans l'autre, donc il faut fondamentalement qu'on pense à améliorer. C'est peut-être le moment de féliciter, de remercier coach Cheikh Sarr. Si personne ne connaît Cheikh mieux que moi. C'est un compagnon de jeunesse, même si je suis son aîné. Je connais son cursus technique et universitaire. Et je l'ai dit au président, il y a ce qui est paradoxal, ce qui est 3 semaines, je crois 3 semaines avant ma nomination, j'ai eu un échange avec lui. Et je l'ai félicité pour le travail qu'il a accompli. Je l'ai félicité et je l'ai encouragé. C'est une bonne personne. Une bonne personne. Je ne parle même pas de l'entraîneur qu'il est, mais une bonne personne. Mais nous sommes dans un monde très sélectif. Moi-même qui vous parle aujourd'hui là, en 2001, j'ai été viré. J'étais en Coupe d'Afrique. Je suis revenu, on m'a sanctionné d'Akhama. Je suis revenu à la faute des choses, Demat Rampewat, assistant Abdourahmane Ndiaye, assistant Sam Vincent,
ba ma dellu si waat 2011 2009 j'ai gagné 2011 du Dakar. Et pourtant j'étais quoi, vice-champion d'Afrique. Mais on m'a traîné dans la boue du Dakar. Ça c'est le quotidien des entraîneurs. Mais ça n'arrive à rien au mérite de coach Cheikh et de son assistant parfait. Je les ai connus très jeunes, je les connais, je les magnifie. Alors moi je me battrai, nous nous battrons tous ensemble dans la décision pour récupérer notre expertise nationale. Le moment venu, on fera tout pour avoir tout le monde ensemble avec nous, pour le bien-être, pour le devenir de notre basket. Nous basket vraiment union. Les entraîneurs nationaux qui seront nommés, individuellement je l'ai dit, et je l'ai dit collectivement aussi, en réunion sectorielle, que nous devons donner l'exemple en descendant sur le terrain. Les entraînements des sélections régionales, U16, U18, nous ne devons pas les laisser aux plus jeunes. Nous devons descendre nous-mêmes sur le terrain et accompagner les jeunes entraîneurs à perfectionner notre élite jeune. Donc pour moi ça c'est à magnifier parce que nous ils ont tous donné leur accord dans la limite du possible. Parce que quand même on est dans un système amateur, ils ont leur boulot et ils vont essayer de s'accommoder pour que nous on descende sur le terrain. Tout le monde nous reproche, les entraîneurs sont en haut. Mais si les meilleurs entraîneurs ne sont pas en haut, qui va être en haut? Les moins bons. Mais les meilleurs entraîneurs dans tous les pays du monde sont en haut. À côté, il y a des gens spécialisés dans la formation qui sont dans les centres de formation ou bien dans la petite catégorie. Mais dans tous les pays du monde, les meilleurs entraîneurs sont en haut. Dans les équipes A. Dans les équipes première division. C'est au Sénégal qu'on entend, ben ici tout le monde est en haut parce qu'il y a de l'argent. Bon. Qui va coacher nos équipes première division si ce n'est pas les meilleurs? Parce qu'un président de club va laisser Mamadou Pabi, va laisser Modique pour aller chercher ma grand-mère ou ma petite soeur, non? On va chercher les meilleurs entraîneurs, donc c'est normal qu'ils soient en haut, parce qu'on cherche la performance. Mais après, il faut que nous connaissions l'humilité, de savoir qu'on est en haut, c'est vrai, par la grâce de Dieu, il y a la soutral, mais derrière, on doit s'en faire le souffle. Donc voilà un peu, ça pour moi c'est une partie importante. Pour la commission 3 contre 3, que dit Mamadou Diaokos, on a 2 entraîneurs nationaux. Un garçon, un fille. C'est comme ça que ça passe au 3 contre 3. Et celui qui est nommé chez les filles, c'est Cheikh Sadibou Diallo, l'entraîneur de Isaac. Il va connaître les équipes nationales féminines de 3 contre 3. Chez les garçons, c'est Cheikh Tidiane Goudjabi, du Sibac. Lui, c'est un coach qui a beaucoup de vécu, que j'ai côtoyé très jeune, qui est aussi bas, qui travaille beaucoup dans la formation et tantôt dans les équipes de première division. Il a fait Duc avec moi, il a fait Bob avec moi, il est aussi bas. Donc c'est un monsieur qui a une bonne base intellectuelle et tactique pour gérer 3 contre 3. Les sélections U16 filles, Cheikh Samb, Gas, il est à Thiès. Polytechnique. C'est lui qui coach école polytechnique actuellement, Gas. Il va diriger l'équipe U16 filles avec Macham. Macham, il est dans la formation à Pékin. Vous allez voir, tout notre réflexe, c'est d'aller chercher des gens qui sont dans les contrées, qui font la formation et qui sont qualifiés. Donc Macham il n'est plus à présenter à Pékin. C'est le produit pékinois qui est dans les équipes de première division ici. Ils n'ont pas les moyens pour durer en première division, mais il fait un excellent boulot. Vous allez demander aux jeunes filles qui viennent de Saint-Louis, à Kounanda, Daïsen, Dalva, tout le monde te dira qui t'a formé? Sassen. Qui est Sassen? Sassen, c'est un formateur qui est à Saint-Louis qui s'appelle Papa Samba Sen. Il est dans le centre de formation à Saint-Louis. C'est lui qui a formé tous les bons produits Saint-Louisiens. Est-ce qu'on doit se priver de ça? Non. Il va être le 3e maillon de la chaîne. Donc les U16, c'est Cheikh Samb, c'est Macham et c'est Pape Samba Sen. Les U16 garçons, j'ai parlé de site académique, j'ai parlé à Samba Fall.
qui va présider, c'est l'entraîneur de cette académie qui a cette catégorie, c'est lui qui va coller les U16 garçons, Samba Fall. Aaron Sow, c'est un coach qui est à Kolda. Les tournois de jeunes, vous voyez Kolda arriver chaque année en demi-finale, en quart de finale, et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait à Kolda? Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas. Il s'appelle Aaron Sow, il s'appelle Sagna, qui ont été lauréats hier deuxième degré. Ils font un travail colossal dans ces côtés-là. Alors Aaron va suppléer Samba Fall et un troisième qui a Guédiouaï à U16, à 16 basket qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Bon, moi, comme je vous ai dit, je suis un produit du milieu associatif, je connais un peu. Dieu a fait que je connais presque tous les entraîneurs. Peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie. Et je les ai suivis. Et donc Abdoulaye pour les résultats qu'il fait à Guédiouaï, je pense qu'il mérite d'être là. Donc voilà les sélections U16. Un garçon, Cheikh Samb, Polytechnique à Thiès, Mathiam à Pikine, Pape Sambasen, Dissassen à Saint-Louis. Et ce garçon, Samba Fall, Aaron Sow et Abdoulaye Ndiaye. Les U18, filles. Alors la différence entre les U16 et les U18, c'est que les U18 vont aller dans une compétition africaine, une compétition des jeunes, qu'on appelle jeunes, mais qui n'est pas forcément jeune, parce que c'est des confrontations, c'est une compétition africaine très dure, qui va nous amener en Coupe du Monde U19. Ce n'est plus le passing game, c'est vraiment la haute compétition. Alors notre choix est porté sur Ousmane Diallo, Oussou Bondé, de l'ASC Ville de Dakar, qui va piloter la sélection U18 filles. Et il sera assisté par Jupiter Niang. Jupiter, un ancien de Saint-Louis qui est aujourd'hui à Bourg, qui fait chaque année du très bon travail. Et après il y a Aïda Niang, assistante à l'ASC Ville de Dakar, qui était déjà assistante de Morika et Khady Diop en U18. Donc Aïda va rester là-bas. Chez les U18 garçons, Madiène Fall de Louga va rester au poste. Vraiment, Madiène, il faut le féliciter. Vice-champion d'Afrique en U18, il a été à la Coupe du Monde, même si on n'a pas eu les résultats escomptés en Coupe du Monde. Mais ce qui est important, et je le lui ai dit, on a sorti des jeunes dans la sélection U19 qui sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale A. Et c'est ça l'un des objectifs de la formation. Il y a Biren Faye, il y a les autres. Madiène sera assisté par Mohamed Sen, Momo Sen de l'agenda. Momo, c'est un talent réel en termes de formation, en termes de coaching. Vous avez vu l'agenda, ce qu'il fait ces dernières années, c'est la main de Momo. Donc c'est un jeune qui a vraiment un potentiel. Et en troisième, il y aura Ali Ngoné Niang. Ali Ngoné qui fait la même chose à l'ASC de Dakar, qui fait un très bon travail. Vous allez remarquer, bon, on va passer au U25 dames. U25 dames, Ben Abdallah Diagne. Aujourd'hui, il est sans club. Ben Abdallah, c'était l'assistant de Birou chez les U25. Depuis 3 ans, 4 ans, il est sans club. C'est un entraîneur qualifié, il est professeur de PS. Je l'ai gardé au poste. Mais je lui ai dit, Birou, Ben, si tu ne reprends pas le coaching, on va te remplacer. Prends une équipe, qu'elle soit première division, deuxième, troisième, mais il faut revenir au coaching. Il ne serait plus question qu'un entraîneur national soit nommé à ne rien faire. Il faut que les gens viennent, aillent dans les clubs pour aider les clubs. Il y a beaucoup de clubs de D2 qui demandent, qui cherchent des entraîneurs, donc il faut que les gens mettent la main à la pâte. Donc Ben Abdallah Diagne sera promu, mais il faut qu'il revienne sur le terrain. Il sera assisté par Idrissa Sissoko, coach du Djaraf, et Malik Bachir de l'UGB. J'entends à Bourg, j'entends à Louga, mais officiellement il est encore à l'UGB.
Les U25 hommes, Libas Faye de Ouakam, Libas, assisté de Ahmed Gaye de Saint-Louis Basket Club. Ahmed, c'est celui qui coach les Saint-Louis masculins. Après, il y a Ndiagalo de l'UGB. Voilà le staff des U25 hommes. Il reste les deux équipes nationales seniors, dames et hommes. Le cercle de basketball m'a demandé de cumuler le poste de directeur technique et d'entraîneur. J'ai réfléchi, j'ai dit oui. Le directeur technique national en général, il est administrativo-technique. Mais moi, je suis un entraîneur. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais encore sur le banc de la CIV de Dakar. Je pense que j'ai pensé que je peux aider mon pays. Parce que si c'est pour aller chercher des résultats, je suis encore l'un des rares à avoir 3 titres continentaux. Ben Jeux africains, 2 Coupes d'Afrique. Bon, je pouvais rester là et vivre sur mes acquis. Protéger un peu mon palmarès. Mais l'histoire retiendra qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays. J'ai décliné pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine. Parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais entacher un peu mon palmarès. Mais moi, je suis un homme de... Je n'ai pas dit comme tout le monde dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de piloter les Lions encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs. Parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Alors, mon premier assistant sera Elhadj Mamoucham Diop, actuel coach du Duc. Voilà, Elhadj Mamoucham, il a été champion d'Afrique. En 2015 avec moi, il était mon assistant. Deuxième assistant, Mborike Fall, ex-Duc, entraîneur de l'ASC Bob. Alors, je vais m'appesantir sur Mborike parce que il y a un débat de couloir qui se fait. Au Sénégal, tout le monde parle. Mais moi, dans ma réflexion, ce qui guide ma proposition, qui guide mes convictions, c'est le terrain. Une personne qui prend une équipe, qui la prépare, qui va en compétition, qui gagne, qui perd, qui corrige, qui revient et qui est en palmarès. Ces 5 dernières années, ou bien même 7 dernières années, dans le circuit féminin, aucun entraîneur n'a fait mieux que Mborike. Aucun. C'est une dame à encourager, à féliciter. Et je pense que si elle n'a pas été dans les sélections nationales passées, c'est peut-être, à mon avis, plus pour protéger certaines choses ou certaines personnes que... Mais son mérite, je l'ai dit à Khady Souran, moi, les yeux dans les yeux, quand on nommait chez les filles, je pense que le poste, parce que c'est elle qui était en compétition. Je l'ai dit à Khady, parce que je l'ai dit ailleurs. Alors aujourd'hui que j'ai les destinées du sport, de notre basket, je dis, cette dame-là, il faut la remettre à sa place, même si elle a un caractère comme le mien, elle est tout le temps en boule, mais il faut revenir aux valeurs fondamentales, les performances sportives. Après, il y a Khady Souran Diop. Vous savez, Khady Souran a été avec Chiassar pendant 2 ans ou 3 ans, et tout son staff a magnifié son travail. C'est une ancienne lionne qui a eu un background et qui a fait un très bon travail en tant que... Comme on parle de sélection féminine, s'il y a des entraîneurs dans le circuit féminin qui font du très bon travail, il faut les y amener chez la sélection féminine. Et Khady, c'est l'une des rares filles qui a osé aller prendre une équipe masculine de Sibac, di jongante ak góor yi. Donc lu yooyu bu ñu ko gisee dañ ko war a magnifier, rafetlu ko. Ndaxte ancienne lionne ne veut pas dire. Ancienne lionne ne veut pas dire j'ai joué pendant un certain nombre d'années, j'ai droit à faire ça. Vous n'avez aucun droit. Vous avez juste le droit à un statut d'ancienne lionne. Mais un entraîneur, c'est sur le terrain qu'on le fait.
Et voilà le staff, Moustapha Gaye, El Hadj Mamou Thiam, Modique Fall, Khady Souran. Et on va puisque l'entraîneur que je suis, j'ai des tâches aussi administratives, nous avons créé un poste manager pour l'équipe nationale féminine. Ce poste est confié à Astou Ndiaye. Astou Ndiaye sera manager de l'équipe. Elle va nous aider dans la coordination des activités de l'équipe féminine. Je pense que c'est la seule fille, la seule joueuse qui est championne NBA, WNBA. Plusieurs fois championne d'Afrique, elle a un background, elle a un carnet d'adresse, elle a une... Voilà, je pense que son image pourrait nous aider et puis me soulager un peu dans mon travail de coordination de l'équipe féminine. Alors, l'équipe masculine. Non, tout le problème du Sénégal, c'est ça, enfin la couleur de la peau. La couleur de la peau, soit je me dis, attends, on prend les Sénégalais qui ont l'excès de naissance sénégalais, ou bien on prend des entraîneurs qui peuvent nous aider à avoir les résultats escomptés. Jean-Aimé Toupane, il est en contrat avec la Fédération française. Jean-Aimé, un grand monsieur que je connais, que j'apprécie, et on est en contact. Mais Aimé ne peut pas se libérer. Mais à côté d'Aimé, nous avons Porfirio, qui était passé ici, qui n'a pas atteint l'objectif qu'on lui avait assigné, comme on l'a fait pour un des nôtres. Mais on l'a limogé Porfirio. C'est vrai. Il n'a pas atteint l'objectif, on l'a remercié. Il est parti. Mais moi, quand j'arrive, je fais l'état des lieux. Ce qui m'intéresse, c'est la performance. Quelle est la qualité des entraîneurs qui sont dans le monde, qui sont censés diriger notre équipe nationale? On fait les coachs locaux. Et le meilleur profil ici, c'est Mamadou Gueye Paris, qui règne sur le circuit masculin. Ça, c'est indéniable, malgré sa jeunesse. Après, il y a l'enjeu de l'Afro-Basket 2021. On cherche à aller gagner. On ne cherche pas pour être 4e ou 5e. Je me suis dit non, il faut chercher quelqu'un qui a plus de vécu, qui est plus expérimenté. Et notre choix s'est porté sur Porfirio, qui connaît l'équipe, qui a connu le basket africain et qui certainement, on l'espère, fera mieux en termes de résultats. Mais c'est le 3e meilleur entraîneur en Espagne. Saragossa, c'est le 3e club en Espagne, derrière le Barça et le Real. Donc c'est un entraîneur de très haut niveau. Donc notre choix est porté sur Porfirio, qui a donné son accord. Après Porfirio, nous avons des entraîneurs partout dans le monde. Et il y en a un que moi-même j'ai amené au basket. J'étais entraîneur au Duc, Mourom Madi Djangi. Boy, bon basket, moi, il était grand. Tu veux jouer au basket, oui, mais demain tu viens. Il est venu, je l'ai initié au basket. Aujourd'hui, il est en NBA. Il est assistant coach à Denver. Il a coaché à Malaga avant d'aller en NBA. Il s'appelle Boniface. Boniface, c'est un produit de notre basket. Il est Djangé, université. Il a appris à jouer basket ici avant d'aller en Allemagne. Et après. Aujourd'hui, il est assistant coach à Denver. Et il a donné son accord de principe. Mais je vais mettre une petite précision. Il reste un petit détail technique à régler avec Boniface. Je ne vais même pas l'officialiser aujourd'hui parce que c'est sous réserve. Il y a un détail technique à régler avec lui, mais dans 24 heures, maximum 48 heures, ça va être clair. Ce n'est pas un problème d'argent ni rien du tout. Le Khalis, Sénégal, tout le problème du Khalis. Pas un problème d'argent. Boniface a manifesté vraiment beaucoup de patriotisme. Alors, après Boniface, Mamadou Gueye Paris.
Je pense que tout le monde est d'accord que c'est un talent, c'est un monsieur qui est en train de faire de très bons résultats. Alors, voilà le staff de l'équipe masculine. 3 coachs. Mais maintenant, il y a un problème qui s'était posé et qui va se reposer. Ça s'est posé, ça va se reposer. Boniface ne peut pas quitter la NBA en novembre. Boniface ne peut pas quitter la NBA en février. Alors, dans la décision, nous avons opté pour donner l'équipe à Pabi Gueye pour les fenêtres FIBA. Pabi va diriger l'équipe nationale masculine pour les fenêtres FIBA. Il a notre entière confiance. Et il va être assisté par adjudant-chef Raoul Toupane, qui a fait les équipes nationales pendant toutes ces années-là. Vous me direz, un autre cas de cumul. Comme cumul du monde. Il sera assisté par l'adjudant-chef Raoul Toupane et Libas Faye, qui est l'entraîneur de l'équipe U25. Donc c'est lui qui va les assister. Ils seront 3 pour diriger les fenêtres FIBA. Voilà, mesdames, messieurs, la fin de mon exposé. Monsieur le chargé de la communication, je suis à votre disposition. C'est dans l'ordre normal des choses. Le président de la fédération, c'est la personne morale qui a dit pas celui-là, pas celui-là. Avant ma nomination. Avant de me nommer, il me dit pas celui-là, pas celui-là. Alors je vais arriver, je dis quand même non. C'est eux qui vont valider. Le dernier mot revient à la fédération. Mais les choix, les propositions viennent du directeur technique. Birou Gaye. Birou, il était entraîneur des U18. Je lui ai proposé un poste d'assistant chez les équipes A masculines. Il a refusé, il a décliné. Il me dit, il ne peut pas rendre service. Il ne peut pas me rendre service, il ne peut pas rendre service à son pays à ce poste-là d'assistant. J'ai dit, ok. Je vous remercie, mais je l'ai enlevé de tout l'attelage. Personne ne va faire des choix ici. C'est moi qui décide. S'il y a une personne qui pense qu'il va être head coach quelque part, il faut le prouver. Il faut me convaincre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est à un poste d'assistant en équipe de son A, garçon, assistant. Derrière, il a refusé. C'est pas ça. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi ratisser large? Je pense qu'on aurait dû nous féliciter d'avoir ratissé large. Parce que ce qui est à éviter, c'est de faire un programme qui va tourner autour de 3-4 personnes. Je pense, moi, que l'intérêt du basket, c'est d'impliquer tout le monde. Chaque fois qu'il y a des compétences, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas valorisés, qu'on ne connaît pas. Regardez un gars comme un coach comme Arnaud Sow à Kolda, un coach comme Ndiagalo à Saint-Louis, un coach comme Ahmed Gaye à Saint-Louis, qui travaille pendant longtemps dans les clubs, malgré toutes les difficultés. Mais vraiment, s'il y a des postes à pourvoir, il faut tenir compte de leur parcours, de leurs compétences. Donc je pense que ratisser large, pour moi, c'est peut-être une opportunité pour donner la chance à tout le monde, pour impliquer le maximum de personnes, parce qu'il faut éviter le syndrome du directeur technique. Mais il faut tendre vers une direction technique. Alors moi, j'ai même une omission, je m'en excuse, sincèrement, une omission, parce qu'on a cherché un secrétariat. 2 entraîneurs vont diriger le secrétariat de la direction technique. C'est Chérif Aïdara, assistant coach à Wakam. Vraiment, toutes mes excuses, j'ai oublié. Chérif Aïdara, c'est l'assistant coach de Libas à Wakam. Et Guillaume, le coach de RSUF, qui vont assurer le secrétariat. Parce que nous avons besoin d'avoir du monde ici pour répartir les tâches, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Le gros problème de la direction technique, à mon homme la vie, c'est qu'on fait une chose, on se focalise ça. On se tourne vers l'autre. Alors qu'il faut piloter beaucoup de dossiers en même temps. Ça, c'est ma conviction qu'il faut être sur beaucoup de choses en même temps. Donc si on n'a pas le monde pour le faire, on n'y arrivera pas. Alors, pigiste ou contrat, tout le monde sera pigiste. Personne n'aura un contrat, tout le monde sera pigiste.
Ça a été clair, je pense qu'au niveau du ministère de la Fédération, nous allons chercher des entraîneurs qui sont un peu justes parce que... Et moi, mon souhait, c'est qu'un jour, qu'on tente de faire le contrat. Mon souhait, c'est qu'un jour, qu'on tente de faire un contrat pour les entraîneurs qui sont rémunérés. Mais la situation économique actuelle, il y a beaucoup de priorités. On ne peut pas se permettre de faire des contrats annuels aux entraîneurs alors que. Donc moi j'adhère fondamentalement au système pigiste. Voilà les quelques réponses que je tenais à apporter à vos questions. Alors je vais prendre une liste de 5 dernières personnes. Allez-y, c'est comment? Elhadji Malick Sarr, ok. Après l'année 2019 chez les dames, quels sont les objectifs assignés par le DTN Moussa Gueye au coach? Au coach Moussa Gueye. D'accord. Sekou Seydi. DTN, moi, je vais parler de la détection et de la formation, vous en avez parlé largement. Et qui parle de détection parle aussi des régions. Il y a des détections techniques régionales. Comment vous comptez travailler avec ces détections si l'on sait qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour aller dans les zones situées dans le pays. Comment vous comptez travailler avec ces détections pour qu'elles puissent faire le travail à la base et remonter ça au niveau national? Une autre question? Allez. Ok, je prends les deux questions. Là, Alex. Ah, Alexis. C'est juste par rapport à une question de la consoeur. On disait pourquoi avoir choisi des entraîneurs qui ne peuvent pas se libérer pour les fenêtres. Oui, je comprends. Voilà. Ce sera tout. On ferme. Allez-y, coach. Je peux commencer par la question de Alexis, si vous permettez. Pourquoi? C'est la question qui était revenue. Je ne l'avais pas bien appréhendé comme ça. Alors, pourquoi choisir des entraîneurs qui ne sont pas libres pour les fenêtres? Objectif. Dans toute chose, il y a des objectifs prioritaires. Et chez les garçons, l'objectif prioritaire, c'est l'afro-basket. C'est le TQO. Les fenêtres sont des étapes pour aller vers l'objectif terminal, qui est l'afro-basket. C'est pour cela que nous avons choisi un entraîneur pour l'objectif terminal, qui a plus de vécu, qui a plus de métier. En sachant que les entraîneurs qui sont là peuvent valablement assurer les fenêtres. Donc c'est par rapport à une hiérarchisation de l'objectif. On se comprend? Bon. Le travail à la base, malgré les difficultés. J'ai dit dans les semaines à venir, nous allons convoquer ici les conseillers techniques, les directeurs techniques régionaux et départementaux pour échanger avec eux. Le problème de la formation, il est simple. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. On n'a pas besoin de beaucoup de... On a juste besoin de terrain et de ballons, de joueurs et d'entraîneurs. L'enfant qui est sélectionné dans la sélection des jeunes, U16, U18, avec ses parents, ils vont payer le transport pour aller au terrain. Ils quittent un quartier pour aller au terrain. Ils peuvent marcher ou bien prendre le bus. En allant, ils amènent leur bouteille d'eau. On n'aura pas besoin d'eau, ni de transport. Mais si on attend les moyens pour faire, on ne fera rien du tout. Alors moi, je me suis dit, il faut revenir à l'orthodoxie. Comme nous, on faisait quand on était jeunes, on allait en sélection régionale, très content, on se réveillait même à 5 h du matin, on attendait l'heure, on avait notre bouteille d'eau et on courait pour aller au terrain. Parce que là, les jeunes, j'ai parlé tout à l'heure de formation citoyenne, il faut leur faire comprendre les vertus, il faut les développer par rapport à une certaine citoyenneté. Après, plus ils vont grandir, plus il y aura des adaptations à faire. C'est ça la question. Les sélections régionales, on a juste besoin de ballons et de terrain. Et les ballons, on va se débrouiller pour trouver des ballons. Si on n'en a pas, je ne sais pas comment. Mais il faut qu'on se débrouille pour avoir des ballons. Objectif assigné par le DTN à l'entraîneur national que le DTN est. Je m'attendais à cette question. Moi, par essence, c'est le problème que j'ai avec mon club, Ville de Dakar. J'ai dit à présent, Yann Median, compétition, c'est pour gagner. Moi, si je vais en compétition, c'est pour gagner. Je ne vais jamais en compétition
pour me protéger en disant je cherche le podium, je cherche rien du tout, je cherche à gagner. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, on évalue et on change de direction. Soit on me change, on amène quelqu'un, ou bien je change de façon de travailler. Mais vraiment, l'objectif chez les filles, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Et quand arrivera le moment de convoquer les filles, on ne fera pas ni de rajeunissement, ni de vieillissement. On prendra les meilleures joueuses aptes à aller jouer pour la sélection, on les mettra. Si c'est des jeunes, ce seront des jeunes. Si c'est des mémés comme vous les appelez, et voilà. Mais moi je prendrai des gens qui sont capables d'aller défendre les couleurs du pays et de défendre le drapeau national. Voilà les questions.